crois qu'on va pouvoir commencer. On a presque 50 personnes en ligne. Bonsoir à toutes et à tous. Rebonjour. Alors, je sais pas, en fonction de de l'endroit où vous êtes, il est plus ou moins tôt ou tard. En tout cas, à Paris, il est un petit peu plus de 17h, 17h40. On est ravis de vous avoir avec nous. Je tiens avant tout à remercier Axel de Quants United d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de participer à une réflexion assez profonde qu'on a menée ensemble depuis quelques semaines. Je tiens également à remercier Mehdi Labani, qui est avec nous ce soir, qui est un grand passionné de la blockchain, du Web3, de la crypto, et qui nous fait le plaisir d'apporter sa contribution intellectuelle, parce qu'il n'est pas simplement là pour nous Merci. passer la parole, mais également pour participer, pour apporter sa contribution intellectuelle dans tout ça. Et puis moi-même, Boubker Hdir, donc on va se présenter dans quelques instants. Mehdi, je Merci te beaucoup. passe la parole pour lancer le webinaire officiellement. Merci beaucoup. Merci des intervenants qui sont connectés de plusieurs régions du monde, c'est ce que je viens de lire. En tout cas, je souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, moi-même, Mehdi Labani, que je suis expert blockchain, et aussi je m'intéresse au Web3 et aussi des projets qui sont liés avec la finance traditionnelle et la finance éthique. Donc, j'ai accepté avec joie la proposition d'animer ce webinaire qui permet justement de relier deux acteurs qui auront le plaisir de se présenter tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce programme? On va voir une présentation des intervenants, mais aussi on va voir aussi une présentation de l'IA. De quoi parle-t-on? Parce qu'on parle de l'intelligence artificielle dans beaucoup d'industries, dans beaucoup de domaines. Qu'est-ce qui se passe avec l'IA dans le monde des cryptos? Est-ce que c'est une nouveauté? Est-ce qu'elle existait déjà par avant? Est-ce qu'il y a des solutions? Et quelle est la solution proposée ce soir? L'éthique, la finance éthique de l'investissement, de quoi il s'agit? Est-ce qu'elle a sa place sur le marché des cryptos et comment? Et on va faire aussi le plaisir et la joie de faire une petite démonstration en live d'un outil d'aide à la décision, parce que quelque part, lorsque vous savez, vous faites du trading, on n'est pas à l'abri des biais cognitifs qui ne sont pas forcément les meilleurs conseillers. Comment on peut investir sur les crypto-monnaies, un outil d'aide à la décision d'investissement. Et bien entendu, on aura, et je vous invite à écrire vos questions en lien avec le fil rouge de ce webinaire, auquel on aura la joie de les sélectionner enfin de ce webinaire-là, et que les intervenants, l'un avec l'autre, vont répondre avec la plus grande transparence à vos questions. Donc voilà, donc qui sommes-nous? Donc je laisse la parole à nos deux intervenants de se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Axel, je suis le CTO de Quant United. Je suis ravi d'être là avec vous et merci beaucoup à Boubker et Mehdi pour l'organisation du webinaire. Moi j'ai un profil de physicien théoricien à la base. J'ai fait un doctorat en physique théorique à l'École normale supérieure et au CERN. Et ensuite j'ai rejoint une startup d'intelligence artificielle dans l'assurance, dans le domaine de l'assurance. Et j'ai cofondé plusieurs startups, dont une dans la santé et toujours dans l'intelligence artificielle. Et maintenant, depuis 3 ans, j'ai cofondé Quant United, qui applique l'intelligence artificielle au marché financier, et en particulier sur les crypto-monnaies. Merci beaucoup. Peut-être tu peux dire un petit peu plus sur Quant United, Axel, si ça te dérange pas. Alors, Quant United, on développe des outils d'aide à la décision et d'investissement sur les crypto-monnaies. On est une équipe de 10 personnes, dont 5 data scientists. Donc, les data scientists, c'est ceux qui vont analyser les données, créer des algorithmes. Et donc, on a un premier produit qui est en train d'être développé, où on rajoute notamment des indicateurs éthiques dont on va parler aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Alors moi c'est Boubker Hdir, certains me connaissent déjà, d'autres ceux qui ne me connaissent pas. Encore merci d'être avec nous ce soir. Alors moi je suis depuis une quinzaine d'années, même 17 maintenant. Je travaille dans le secteur du conseil en finance islamique slash finance éthique. On travaille beaucoup avec les autorités de régulation dans différentes régions du monde. Et on s'intéresse beaucoup à la technologie, d'une part à ce qu'elle peut apporter dans le secteur de la finance islamique, parce que la technologie, ce secteur-là est un secteur assez compliqué, assez complexe, et donc on a pas mal travaillé sur des solutions innovantes pour optimiser les processus de financement et d'investissement. Et depuis quelques années, je suis moi-même très curieux. Je suis ancien informaticien. J'ai quitté, on va dire, le monde IT en 2008 pour me consacrer pleinement au cabinet IFAS, donc spécialisé en finance islamique. Et depuis 5-6 ans, j'ai remis le nez dans les technologies et
Donc j'ai accompagné quelques projets et je suis aussi en train de lancer donc B-Chain, qui est pas encore une structure officielle, mais qui est plutôt une entité, une business unit, dont la vocation est d'accompagner nos clients historiques en finance islamique et d'autres dans leur virage technologique, et en particulier ce que peut leur apporter la blockchain et puis aussi la finance décentralisée avec toujours une dimension éthique. Voilà, si vous avez des questions, on est à votre disposition pour y répondre. Merci Mehdi. À Merci toi. beaucoup, Luca. Donc, comme ce slide-là le montre, il y a 3 technologies qui permettent au métier de la finance de vraiment accélérer leur mutation et leur transformation numérique et changer d'échelle. D'ailleurs, qui sont quoi? L'intelligence artificielle, auquel on entend parler tout le temps, la blockchain et les technologies quantiques. L'intelligence artificielle est rentrée dans une nouvelle ère grâce à la multiplication de jeux de données qui exige la recherche justement d'un bon algorithme qui permet de découplement de puissance de calcul et qui peut être servi par l'informatique quantique et résoudre des questions insolubles pour les ordinateurs actuels. Bien entendu, on va mettre en parenthèse l'informatique quantique parce que pour l'instant, on n'a pas forcément des ordinateurs stables à cela. Et on va se concentrer sur les 2 périmètres, l'intelligence artificielle et la blockchain. La blockchain, avec sa transparence et la sécurité, elle est en train d'être incontournable, aussi bien dans les industries, on parle de traçabilité, on parle de beaucoup d'applications use case, mais aussi dans l'industrie financière. Ça permet aussi à d'autres secteurs qui vont venir à voir plus loin l'impact dans l'univers de paiement. Et d'ailleurs, elle a touché la finance traditionnelle et maintenant elle commence à toucher la finance décentralisée et aussi les mondes des cryptos. Afin de maximiser l'impact de ces technologies, auxquelles ce graphe le montre très très bien, ça permet justement de montrer ce que ces genres de technologies peuvent nous donner comme perspective. Et sur cela, le webinaire de ce soir, il est très intéressant parce que ça permet justement de mettre en lumière l'apport de l'intelligence artificielle croisé avec le monde de la blockchain. Et c'est un univers assez intéressant auquel on invite tout le monde qui sont intéressés de voir quel est l'impact de ces 2 univers et comment justement on va mettre une couche supplémentaire avec la finance éthique, la finance musulmane, pour d'aide à la décision dans les investissements. D'ailleurs, j'aimerais bien pour le slide suivant, toute la question qui va se présenter, cher Axel, on parle d'intelligence artificielle ici et là. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu de quoi il s'agit avec cette intelligence artificielle, cher Axel? Bien sûr. L'intelligence artificielle, c'est un terme assez générique qui peut vouloir dire plusieurs choses dans différents domaines. En général, dans l'industrie, en finance notamment, ça va être plutôt des algorithmes qui vont permettre d'extraire de l'information de la data, par exemple des prédictions, prédire le prix demain de certains actifs, ou alors pour rassembler des données, les simplifier, rassembler des données en groupe pour une meilleure lecture pour l'utilisateur. Donc c'est essentiellement ça, l'intelligence artificielle, c'est simplifier l'accès à la donnée pour l'humain en la traitant. Pourquoi on a un boom de l'intelligence artificielle maintenant? C'est pour 2 facteurs. On a accumulé énormément de données depuis quelques temps. Donc ça peut être les réseaux sociaux, par exemple, les prix sur les marchés. On a accumulé beaucoup plus de données que l'on en avait par le passé. Et en parallèle de ça, on a eu une évolution technologique très forte. Notamment, on a créé de nouvelles unités de calcul, les cartes graphiques, qui sont de plus en plus puissantes et qui ont permis de réactiver certains algorithmes qu'on avait inventés en théorie. Les chercheurs avaient inventé ça, mais ils n'avaient jamais pu les utiliser vraiment. Et maintenant, on peut les utiliser. C'est par exemple les algorithmes de deep learning qui permettent de faire de la reconnaissance d'images ou de l'analyse de séries temporelles comme les prix. Et ces algos, avant, on ne pouvait pas les utiliser. Maintenant, grâce aux cartes graphiques, on peut les exécuter vraiment de manière satisfaisante avec un grand nombre de données. Très bien. Donc, si je comprends bien, donc ça va impacter le monde de la token economics, auquel on pourra voir sur ce slide-là. Donc, c'est un grand univers, donc ça ne va pas intéresser tout cela. On va se concentrer sur les crypto-monnaies, sur les utilités tokens, qui se composent aussi, comme on voit dans les crypto-monnaies, on a les stablecoins, on a le coin backé sur l'or et l'argent, et la stablecoin. Donc moi, j'ai envie de te poser encore une question, cher Axel. Comment, justement, ce que tu as déjà présenté dans cette introduction d'intelligence artificielle, comment elle va s'imbriquer justement dans ce genre de partie? Alors, sur ces crypto-monnaies et utility tokens, on va avoir plusieurs informations qu'on va pouvoir trouver sur Internet.
On va avoir des sites d'information, des news qui vont parler de ces tokens. On va avoir les réseaux sociaux qui vont en parler. On va bien sûr avoir des données de prix. Et en gros, l'intelligence artificielle va permettre une première étape qui est de simplifier cette information pour qu'elle soit compréhensible par des algorithmes. Donc, par exemple, pour le texte, les tweets ou les sites d'information, on va pouvoir réduire ça à un score de sentiment qui va être facile à comprendre par une machine. Et une fois qu'on a ces données simplifiées, on va pouvoir faire deux choses différentes. La première, ça va être de complètement automatiser une décision qu'on va prendre par rapport à la donnée. Donc, par exemple, on va pouvoir faire des bots de trading qui vont dire si le score de sentiment il est supérieur à telle valeur, on va directement prendre un achat sur le marché. Ça, c'est totalement automatisé. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, on va parler de la deuxième option, qui est de fournir de l'information à un humain pré-traitée et simplifiée grâce à l'intelligence artificielle. Donc on part des sites d'information, des prix, etc. Il y a énormément de données pour chaque crypto et on va la filtrer et la simplifier pour que l'humain il puisse prendre une décision rationnelle. Donc forcément, il y aura des avantages. Est-ce que tu peux en parler? Oui, notamment, un des gros avantages de l'IA, c'est qu'elle va faire son calcul de manière systématique. Elle va pas être influencée par des phénomènes de foule. Les investisseurs, ils sont souvent un peu moutonniers, ils vont suivre le sentiment négatif ou trop positif parfois de la foule. Et ça, l'intelligence artificielle va pas y être sensible. Elle va se baser sur des données rationnelles et elle va suivre régulièrement ces données-là. Mais rassure-moi, cher Axel, il n'y a pas que des avantages dans l'intelligence artificielle. Non. Alors, dans certains cas, ça peut être intéressant que l'humain intervienne. L'intelligence artificielle va se concentrer sur les données qu'on lui a fournies. Si on lui dit de suivre les prix pendant quelques heures dans la journée, elle va pas avoir une vision globale du marché. Et elle peut être aveugle sur certains aspects que l'humain va pouvoir mieux comprendre. Des fois, quand on est dans une crise globale, par exemple, l'humain va pouvoir intervenir. C'est un peu comme le pilote automatique d'un avion. L'intelligence artificielle, c'est le pilote automatique. Et quand il y a une situation qui est hors du champ de ce pourquoi l'intelligence a été programmée, et ben c'est le pilote qui va éteindre le pilote automatique et qui va reprendre la main. Donc en fait, il y a une très grande complémentarité entre les deux acteurs. J'aime beaucoup cet exemple parce qu'il est vraiment parlant et je te remercie, Axel. Je me tourne vers toi maintenant, cher Boubker, en te disant la question suivante. Et la finance éthique, de quoi s'agit-il? De quoi on parle aujourd'hui? Merci Mehdi, c'est important de redéfinir les choses et merci aussi à Axel d'avoir bien défini de quoi on parlait en termes d'intelligence artificielle et surtout son impact parce que il y a la machine et il y a l'être humain. Et dans la dimension éthique, il y a plusieurs aspects. D'abord, est-ce qu'on peut faire apprendre à l'intelligence artificielle qu'est-ce que l'éthique? Oui, dans une certaine mesure. Encore faut-il simplement et avant tout d'abord la définir. Alors, nous, dans notre activité, et pour ce qui concerne aujourd'hui le sujet, ce qui moi m'a personnellement amené à m'interroger sur l'impact de l'intelligence artificielle et sur le marché des cryptos. D'abord, c'est que le marché des cryptos, c'est un marché qui est accessible à tout le monde. Alors qu'en fait, la finance éthique, elle ne concerne bien entendu pas que le marché des cryptos, elle concerne le marché financier, le marché boursier et d'une façon plus générale le secteur financier. Mais sauf que avant les cryptos, on peut dire que le marché financier c'était plutôt réservé à des professionnels ou voilà, quand tu veux acheter un titre en bourse, tu dois passer par soit ta banque, soit par un gestionnaire de fonds, soit par un intermédiaire. Aujourd'hui, sur le marché des cryptos, tu peux, comme on dit, tu peux y aller sans demander la permission à personne. À partir de ton téléphone, tu peux du jour au lendemain devenir un crypto investisseur. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens nous sollicitent pour savoir si ils peuvent investir dans tel ou tel crypto parce que ils se posent des questions sur la conformité à certains critères éthiques. Alors, de quels critères éthiques on parle ici? Ceux qui sont des grands passionnés de la finance islamique, en termes d'éthique, de quoi on parle? On parle d'abord de certains secteurs d'activité. Donc, ça veut dire que est-ce que on peut non, tu peux rester sur la slide, sur celle-ci, ouais. Est-ce qu'on peut investir dans une crypto dont l'activité ou dont la technologie sert une activité qui n'est pas éthique? Typiquement, et on le voit beaucoup, par exemple, les jeux de hasard.
les jeux tout court, parce qu'il y a des jeux vraiment qui peuvent être des jeux complètement dans une certaine forme de décadence, ou plus particulièrement, et c'est aussi très développé dans le monde de la crypto, tout ce qui touche au prêt et à l'emprunt. Donc ça, on est dans l'univers de la finance décentralisée, sachant que la finance islamique, elle proscrit un certain nombre de choses, notamment le prêt à intérêt. Et donc, il faut être capable et il faut être en mesure d'identifier si cette technologie-là, elle est dans ce genre d'activité ou pas. Donc l'intelligence artificielle va nous permettre, on va le voir tout à l'heure, de remonter un certain nombre de choses. Maintenant, ça suffit pas. Encore une fois, comme l'a dit Axel tout à l'heure, l'intelligence artificielle, elle ne fait qu'exécuter ce qu'on lui demande de nous remonter. Donc l'intervention humaine, elle est nécessaire. Il y a un autre élément important. On peut tout à fait acquérir ou investir dans une crypto dont l'activité ne pose pas de problème éthique, mais par contre, l'être humain peut, lui, avoir un comportement qui n'est pas éthique sur le marché. Notamment, c'est toute la partie qu'on va voir juste après, mais passe pas la slide tout de suite, mais toute la partie spéculation versus investissement. Et je vais détailler ce que C'est j'entends. très intéressant, parce que beaucoup de gens ne savent pas la différence des deux. Ça Ouais, sera je bien vais, je vais, plus je vais le clair. détailler, ouais, je vais le détailler dans quelques instants. Parce que particulièrement en ce moment, je pense que c'est très, comment dirais-je, c'est fondamental de savoir vraiment la différence entre ce qu'est un investisseur et ce qu'est un spéculateur. Donc, une fois que j'ai investi dans une crypto, ok, sa technologie est conforme à mon référentiel éthique. Maintenant, comment je me comporte moi en tant qu'investisseur? Et puis aussi, quelle est la source de la rémunération de cette crypto? Est-ce que ma crypto, dont par exemple, je vais dire n'importe quoi, l'Ether par exemple, bon, la technologie, on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui posent pas de problème. Il y a un certain nombre d'autres choses qui peuvent être problématiques d'un point de vue éthique. Mais quand je prête cette crypto ou que je la place sur un protocole qui me rémunère parce que ce protocole prête ma crypto à d'autres utilisateurs, là, je suis dans une logique de prêt de crypto. Alors que ma crypto en elle-même n'est pas problématique, c'est l'utilisation que j'en fais qui est problématique. Donc voilà, il y a un certain nombre de questions qui se posent sur ce sujet-là. Donc, comment j'utilise ma crypto? Comment est-ce que cette crypto me permet de me rémunérer? Est-ce que c'est à travers des plateformes de collatéral, de prêt, emprunt, ou est-ce que c'est à travers des plateformes, des protocoles de stacking? Avec quelle forme de stacking, etc., etc. Et puis enfin, c'est sur ce point-là que je vais m'arrêter avant de poursuivre, vous laisser poursuivre. Donc sur la slide suivante, une fois que je suis face à mon univers d'investissement, qu'est-ce qui motive mon investissement? Est-ce que je me lève le matin, il fait beau et je me dis ah tiens, je me sens bien aujourd'hui, je vais investir à la hausse sur telle ou telle crypto. Donc je suis vraiment dans une démarche purement de spéculation. Je suis un peu comme un joueur face à une machine dans un casino. J'ai, j'ai aucun élément tangible qui va motiver de façon rationnelle mon investissement, si ce n'est juste peut-être la recherche de gains, ou alors parfois une simple rumeur. Parfois, c'est l'émotion qui va motiver mon investissement. Alors que quand je suis investisseur, je vais regarder, je vais faire ce qu'on appelle un minimum d'analyse, que ce soit des analyses fondamentales ou des analyses techniques. Mais quoi qu'il arrive, je vais regarder la technologie, son historique, qui est derrière, qu'est-ce qu'elle apporte comme valeur ajoutée, quelles sont ses perspectives de développement, dans une certaine mesure aussi parfois qui détient cette technologie, parce qu'il y a pas mal de fonds spéculatifs aujourd'hui qui ont mis le nez là-dedans et qui jouent un peu avec les entreprises. Donc on peut aussi parfois se faire avoir à cause de ce genre d'investisseurs institutionnels. Voilà, donc grosso modo, l'investisseur, il va s'intéresser pas uniquement à ce que va lui rapporter sur le très court terme la crypto, il va s'intéresser au projet, à la technologie, à son développement, etc., etc. Alors que le spéculateur, lui, il est plutôt dans une logique court terme, il est complètement désintéressé par le projet ou la technologie ou l'activité sous-jacente. En quelque sorte, finalement, le spéculateur, il anticipe
où il regarde plutôt comment se comportent les autres investisseurs sur le marché. Donc il est beaucoup plus motivé par exclusivement l'évolution du cours, du prix, et j'ai envie de dire, et rien d'autre ne l'intéresse, ou alors très peu d'autres choses l'intéressent. Voilà un petit peu, Mehdi, j'ai dit beaucoup de choses sur la partie éthique. Donc Très secteur très de bien. En tout cas, technologie, je pense que je suis assez curieux et assez impatient, comme les personnes qui nous ont bien écoutés jusqu'à maintenant, de voir justement Axel, comment justement cette intelligence artificielle va s'incruster au service de l'éthique. Alors, l'intelligence artificielle, comme on l'a vu avant, ça va permettre de filtrer les données et de les rendre un peu plus simples à interpréter par un humain. Donc notamment pour l'éthique, ce qu'on peut faire, c'est regarder tout le texte qui va être associé à un projet dans le monde des cryptos. Donc le texte qui est associé à un projet, ça peut être quoi? Ça peut être le white paper. Donc le white paper, pour ceux qui connaissent pas, c'est un document dans lequel la crypto-monnaie va décrire son projet, sa technologie, tout ceci. On peut également aller chercher le texte qu'il y a sur le site web de la crypto ou dans des blogs qui se rapportent à la crypto. Et à partir de ça, avec des algorithmes de ce qu'on appelle natural language processing, d'analyse de texte en fait, on va réussir à mieux catégoriser les cryptos et les rassembler par groupe. Donc ça, je peux vous montrer un exemple de ce qu'on trouve avec ces recherches-là que l'on fait chez nous, chez Quant United. Donc ça, les bulles que vous voyez à gauche, ce sont des rassemblements de plusieurs projets crypto. Donc il y en a plus de 200 qui sont analysés dans cette analyse. Et si je clique sur un cluster, c'est un groupe de projets crypto, ça va me donner les thèmes les plus importants dans ce groupe-là. Donc là, tu peux zoomer un peu sur ta page pour qu'elle soit un peu plus... Ouais, voilà, parfait là. Super. Ok. Et donc si on regarde ce cluster-là, on voit par exemple que ça parle beaucoup de prêts, de prêts-intérêts. Et donc ça, c'est intéressant. Ça peut nous dire, attention, ça va être quelque chose qu'on va regarder pour les critères de la finance islamique. On peut aller voir d'autres clusters, par exemple celui-ci. Celui-ci, c'est un cluster où reviennent beaucoup les mots Binance. Donc Binance, si vous connaissez pas, c'est une plateforme très importante où on peut acheter des crypto-monnaies. Ouais. Et on voit qu'en fait, toutes les cryptos dans ce groupe, elles vont plutôt être associées à Binance. Et en gros, ça va être des gens qui vont utiliser la blockchain Binance pour développer leurs produits. On peut avoir celui-ci aussi où on voit que ça parle beaucoup de NFT. Donc ça, c'est plutôt des projets qui sont liés aux NFT. Donc il y a forcément une analyse des données, donc vous allez mâcher plus ou moins les informations. Justement, c'est très intéressant ce que tu es en train de présenter. Mais justement, là, je vois des couleurs, je vois des rouges, je vois des verts, je vois des oranges. En fait, on le voit comme un jaune. Comment vous êtes en train d'arriver à agréger, à sortir ces points et ces couleurs, cher Axel? Alors, pour arriver à classer les projets, pour voir s'ils sont éthiques ou non, ça va se passer en deux étapes. Donc, il y a cette première étape où on va, comme j'ai montré avant, avec des algos d'intelligence artificielle, réussir à classer les différents projets crypto par groupe. Donc, on va voir si ils font du prêt-intérêt, ce genre de choses, ou en tout cas s'ils sont soupçonnés de faire ce genre de choses. Ça va permettre de faire un premier filtre des projets. Et donc, on va avoir beaucoup moins de données à regarder. Et ensuite, c'est un humain qui va vraiment prendre la décision et dire, ah oui, effectivement, ce projet, c'était du prêt-intérêt et ça rentre pas dans le cadre de la finance éthique. Donc peut-être que Booker peut donner un peu plus de détails sur les différentes catégories. Ouais, ce qu'on essaye justement à travers l'outil, c'est de dire, bon, on a l'intelligence artificielle, les robots, les data scientists travaillent, nous renvoient beaucoup d'informations. Maintenant, l'objectif, c'est comment de pouvoir rendre digeste cette information-là. Donc, c'est d'essayer à travers un outil qui va être un outil d'aide à la décision, de lui donner de façon visuelle quelques indicateurs. Par exemple, ici, ce qu'on a mis, lorsque le feu est vert, ça veut dire que d'un point de vue éthique, les critères, selon un cahier des charges qu'on a défini, telle crypto, si elle apparaît avec un feu vert, c'est qu'elle est conforme à un référentiel éthique qu'on aura préalablement défini. Si elle est orange, ça veut dire que il faut regarder d'un peu plus près. Si elle est rouge, ça veut dire que automatiquement, il faut pas y aller. Feu rouge, hein, interdit, sens interdit. Donc on va pas perdre de temps en fait à faire une analyse beaucoup plus détaillée sur telle ou telle crypto parce qu'elle apparaît tout de suite en orange. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir un outil d'aide à la décision qui nous facilite donc
les critères. Alors, par contre, derrière, hein, comme l'a dit Axel, la mécanique et la recherche, elle est assez complexe. Notamment, tu peux passer à la slide suivante. C'est ce que j'allais dire justement. Donc l'IA, c'est quelque chose auquel on l'apprend. Il y a forcément une méthodologie. Et ça sera très intéressant d'apprendre un peu plus comment vous êtes en train d'avoir cette méthodologie assez rigoureuse en complément de ce que tu venais de dire. Voilà, là par exemple à l'écran, pour être un petit peu concret, si je prends quelques-unes de ces cryptos, il y a un tas de questions qui se posent. Voilà. Par exemple, Avalanche, ils sont dans. Alors, je prends la première, Bitcoin, qui est la plus connue, la plus ancienne et j'ai envie de dire, la plus prisée, hein. Bitcoin en tant que technologie, a priori, une grande partie, en tout cas, de la communauté entre guillemets scientifique, communauté même religieuse, qui s'est posé des questions sur le sujet, dit que la technologie Bitcoin en elle-même ne pose pas de problème. Par contre, ce qui pose problème, c'est encore une fois comment celui qui détient le Bitcoin se comporte. Okay. Puis aujourd'hui, moi, j'observe encore autre chose. C'est qu'est-ce qu'on a envie de faire au Bitcoin. Parce que, par exemple, quand on regarde le white paper, a priori, je crois pas il revendique pas un positionnement comme étant une monnaie, ni ne revendique pas le fait qu'il a les attributs d'une monnaie. Mais les grands défenseurs du Bitcoin disent que le Bitcoin est la nouvelle monnaie, etc., etc. Donc, si on s'accorde à dire que le Bitcoin est une monnaie, donc on va lui appliquer les règles de conformité éthique de la monnaie. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, si on applique ces règles-là, encore une fois, j'ai le Bitcoin, et après, la manière dont je vais l'utiliser, c'est là que vont se poser un certain nombre de questions. Sinon, quand on regarde d'autres cryptos, comme par exemple le DAI de MakerDAO, celui-ci, on voit tout de suite que MakerDAO, c'est l'une des plus grandes et plus historiques plateformes qui fait du prêt rémunéré de crypto. Donc tout de suite, là, typiquement, MakerDAO, on va le voir tout à l'heure, ça va sortir en rouge. BNB, donc la crypto de Binance, ça pourrait être tantôt orange, ça pourrait être tantôt rouge. Parce qu'on va regarder, par exemple, est-ce que sur BNB, il y a pas mal d'exchanges, il y a pas mal de produits dits dérivés de crypto, donc là aussi, on peut tomber dans des problématiques de conformité relatives à certains produits dérivés. Polkadot, par exemple, ici, le P, c'est une technologie qui a une vocation très précise d'apporter à la blockchain de la diversification, de la facilité, etc., etc. Donc là, a priori, on va se poser la question purement technologique. A priori, il y aura pas de problème sur cette crypto-là en tant que technologie. Et puis, il y a encore autre chose aussi, c'est les critères ESG, environnement, social et gouvernance. Alors les critères environnement, ça dépasse de très loin le simple champ de la finance islamique. Donc c'est tout le monde, hein, quelles que soient nos convictions personnelles. Voilà, c'est beaucoup plus large. Et là, ce qu'on voit, par exemple, il y a Algorand, il y a d'autres cryptos, je ne sais plus lesquels, qui revendiquent un positionnement green. Et donc là aussi, ça peut être des éléments intéressants qui nous poussent à regarder au-delà de la technologie aussi, le comportement des gens qui sont derrière, enfin des porteurs de ce projet-là, quelle est leur touche et qu'est-ce qu'ils apportent, sachant qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises n'échappent pas aux critères ESG et toutes sont en train de déployer des efforts, des investissements pour être les plus compatibles ESG possible. Et dans ESG, il y a G, donc la partie gouvernance, qui est un élément extrêmement important aussi d'un point de vue éthique. Et le mode de gouvernance de la crypto, on va le regarder à travers trois angles différents. Le nombre de nœuds, ça veut dire vraiment, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui entre guillemets, gouvernent ou qui interviennent dans la gouvernance de cette crypto. Comment le staking est organisé? Est-ce que finalement, c'est pas les mêmes personnes qui détiennent un nombre de nœuds important? Donc ça veut dire quelque part que la gouvernance, elle est pas totalement, comment dirais-je, diluée. Et puis également, comment se fait la distribution de la rémunération de la même manière que lorsque la crypto génère du revenu, si la majorité des nœuds sont détenus par les mêmes personnes derrière,
Donc, il y a un problème aussi dans la gouvernance. Donc, voilà le genre de choses qu'on va aller regarder pour savoir si, là aussi, une crypto, elle est éthique au sens très large du terme. Et puis, un dernier élément, et c'est peut-être le plus complexe, c'est que parfois, on a une crypto qui est associée à une blockchain, et sur cette blockchain, il y a une multitude d'applications possibles. Par exemple, moi je regarde de temps en temps l'application d'App Radar, elle est très intéressante, elle vous dit sur chaque blockchain, voilà le genre d'application qu'on va trouver. Alors là, on va trouver par catégorie gaming, gambling, DeFi, etc., etc. Et on peut avoir par exemple une blockchain qui a priori n'est pas problématique d'un point de vue éthique, mais dont la majorité des applications qui sont portées sur cette blockchain, je peux dire ça comme ça de façon simplifiée, elles sont problématiques. Donc là aussi, on va avoir une analyse assez détaillée. Et donc notre challenge, en fait, c'est tous ces critères-là, c'est de les apprendre à l'intelligence artificielle pour qu'elle continue de nous faciliter le travail, parce qu'aujourd'hui, c'est facile de travailler quand tu as 10, 15 cryptos, mais quand tu dois faire une analyse sur 15 000, 17 000 ou 20 000 cryptos, parce qu'on a à peu près quoi, on a 18 ou 19 000 cryptos aujourd'hui sur le marché. Bien sûr, toutes ne se valent pas, toutes n'ont pas les mêmes technologies, etc., etc. Mais de toute façon, c'est un univers qui est en train de grandir et d'exploser. Et donc, faire ce travail à la main, c'est juste pas possible et très coûteux. Et donc, on est obligé de s'appuyer sur des outils, dont l'intelligence artificielle, mais encore faut-il apprendre l'éthique à cette intelligence artificielle. Merci beaucoup, Boca. Justement, je tends la perche que tu viens de me tendre pour me retourner auprès d'Axel. Donc, si je comprends bien, l'intelligence artificielle, elle peut être au service de l'éthique. Et j'ai bien compris de la présentation de tout à l'heure que l'aspect spéculatif, c'est pas forcément l'aspect le plus intéressant. Comment on peut avoir, cher Axel, des indicateurs non spéculatifs? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu par rapport à ça, à la transition de ce slide-là, s'il te plaît? Oui, alors tout à fait. Tout à l'heure, on a vu déjà un premier indicateur qui permet de catégoriser en fait les cryptos, si elles sont éthiques ou non. Donc ça, c'est déjà intéressant pour investir. Mais on peut utiliser l'intelligence artificielle pour investir de manière éthique, également en faisant des prédictions quantitatives. Comme l'a dit Booker, quand on va trader, ce qui va différencier le spéculateur de l'investisseur, ça va être en particulier si la personne se base sur des informations tangibles pour faire son investissement. Si on fait ça un peu au hasard parce que il fait beau aujourd'hui ou ce genre de choses, c'est vraiment du gambling, c'est comme un peu du pari sportif. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir avoir des indicateurs qui vont nous donner une information mathématique qui va nous permettre de prendre une décision de manière rationnelle et intelligente. On va voir un de ces indicateurs dans la suite, dans la démo. Un cas Donc ça, concret. un cas concret. Très bien. Donc je peux vous montrer ce que j'entends par quelque chose qui est non spéculatif, qui est un indicateur qui vous donne une information que vous pouvez comprendre. Ça, c'est un cas qui est arrivé en mai 2021 qui était assez impressionnant. Ça, c'est le prix du Bitcoin. Donc il est passé très vite de 55 000 à 30 000. Et tout ça a démarré début mai. Et donc nous, dans nos indicateurs, on a vu deux choses. On a un indicateur qui est basé sur les prix et qui analyse les situations de marché passées et qui essaie de comprendre si on est en train de répéter une situation de marché qu'on a vue dans le passé. Et cet algo s'est déclenché, il a dit attention, le marché va baisser énormément. Et on a un autre algorithme qui tournait à côté, qui lui allait regarder les sites d'information, qu'est-ce qui était le plus pertinent, le plus retweeté dans le domaine de la crypto. Et en simultané à cet algorithme qui a prédit une baisse du marché, est ressorti qu'un tweet d'Elon Musk était très important. Et ce tweet, c'était quoi? En gros, il disait que Tesla n'allait plus accepter les paiements en Bitcoin pour acheter des voitures. Et donc ça a un impact énorme parce que ça fait que le Bitcoin qui était censé devenir une monnaie, finalement perd un peu son statut de monnaie parce que on peut moins l'utiliser pour payer des biens. Et donc ça, vous voyez, ça vous permet par exemple de sortir du marché à ce moment-là, de prendre une décision d'investissement, mais en ayant une explication vraiment rationnelle de ce qui s'est passé. Très très bien, magnifique. Je pense que
ça, une petite démo avec un grand conseil. En tout cas, vous avez présenté tous les deux. Je vous remercie beaucoup. Un éclairage assez pointu, assez soutenu sur l'apport de la finance éthique islamique et sur l'apport de l'intelligence artificielle, comment on peut le faire apprendre l'intelligence artificielle, justement avec des aspects de prédiction qui nous permet d'avoir des indicateurs. Là, je vous invite, si c'est possible, d'avoir une petite démo. Merci Bien beaucoup. sûr, Mehdi. Donc, je vais vous présenter l'application avec Boopker. Donc ça, c'est la première page de notre application. On va avoir plusieurs types d'indicateurs sur cette première page. Donc, on a ces bulles et on a également des sélections de news ici et un score qui va donner un peu le sentiment du marché pour comprendre comment il se comporte. Donc, c'est le sentiment plutôt sur les réseaux sociaux. Donc sur ces bulles, ce qu'on voit, c'est des pourcentages. Ces pourcentages, c'est une prédiction de ce que va faire la crypto-monnaie. Donc vous voyez le nom de la crypto-monnaie en haut de chaque bulle. Et c'est une prédiction de ce que va faire la crypto-monnaie en termes de retour sur investissement dans les 10 prochaines heures. Et comment est faite cette prédiction? En fait, on va regarder toutes les situations du marché dans le passé. Et on va regarder quand c'est que la crypto-monnaie s'est comportée de manière similaire. Et on va ensuite regarder dans le futur de ces situations similaires comment les retours sur investissement se sont comportés. Et vous apportez des corrections entre-temps. Oui, après, on fait des statistiques sur ces situations passées. Et c'est ça qui va nous donner ce score qu'on voit ici. Si on clique sur chaque bulle, on va avoir un peu plus de détails qui va nous expliquer un peu le risque. On ne prédit pas seulement ce que pourrait faire le marché dans 10 heures. On va aussi donner des informations sur quelle est la perte maximum qu'on pourrait obtenir, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est des mesures qu'on fait sur les situations de marché dans le passé. Très bien. Donc ensuite, dans ces news, par exemple, on va avoir, donc là tout à l'heure, il y avait une news sur le fait que la réglementation allait étudier de manière très précise le cas de la finance décentralisée, parce qu'elle pense que c'est une source, ben voilà, c'était ce tweet-là, c'est une source d'instabilité pour le système financier. Donc ça, c'est une nouvelle qui peut être assez négative pour certaines cryptos notamment, parce que ça peut faire baisser le marché. Après, c'est des cryptos qui sont peut-être pas très éthiques, c'est celles qui correspondent à la DeFi justement. Donc toutes ces informations, ça va pas vous donner directement comment il faut agir sur le marché, mais ça va vous donner une information filtrée et des pistes d'investissement. Extraordinaire. Alors, ouais, là, peut-être juste repréciser, Axel, le rouge et le vert, là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le vert, c'est qu'on prédit des retours sur investissement positifs dans les 10 prochaines heures, alors que le rouge, c'est des retours sur investissement négatifs. Donc là, par exemple, on voit que Monero, on prédit des retours sur investissement de moins 2%, alors que HNT ou Matic, on prédit des retours sur investissement assez élevés. C'est un véritable aide à la décision, ça. Voilà. Là, le rouge et le vert, on n'est pas dans le feu rouge ou le feu vert, c'est-à-dire lié aux critères éthiques. Là, on est vraiment sur l'évolution du cours. C'est ça. C'est ça. Et là, ce que tu as cliqué en haut, c'est pour faire apparaître que celles qui sont négatives ou positives ou perspectives négatives. Bien entendu, on ne shorte pas à Booker. C'est pour ça que la baisse, c'est quelque chose qui est dans le rouge. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent shorter. Je pense que dans la finance islamique, on ne shorte pas. Oui, ça alors, c'est... ouais. Vas-y, Axel. En fait, c'est quand même important de savoir qu'un actif peut baisser de manière très forte. Parce certes, on ne peut pas forcément shorter. Il peut y avoir des limitations à ça. D'ailleurs, au niveau réglementaire en Europe, sur Binance, par exemple, on ne pourra plus shorter dans peu de temps, en août, je crois. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est sortir du marché. Si on voit qu'il y a un risque énorme que le marché baisse, on peut sortir et re-rentrer plus tard. C'est ça. Rien ne nous interdit, d'un point de vue même de la finance éthique, de se dire, bon, bah, j'ai envie de liquider telle ou telle position parce que ces perspectives-là, a priori, dans les prochaines heures, ne sont pas bonnes ou ne sont pas celles que moi, je suis prêt à supporter aussi. Parce que c'est pas parce que c'est rouge ou que ça va faire -2 ou -3 que je suis obligé de sortir. C'est comme quand j'achète des actions, je sais pas moi, Microsoft ou des actions Air Liquide ou Air France. Quand je suis dans une logique d'investissement, je suis pas dans une logique de pur trading, achat-revente, je suis pas connecté à mon téléphone toutes les 5 minutes pour savoir est-ce que ça monte ou ça descend. Je suis un investisseur, je suis justement pas un spéculateur. Alors peut-être avant de revenir sur les critères éthiques,
Axel, si tu peux en dire un peu plus sur le cône que tu montrais tout à l'heure là, Ouais. Oui. expliquer un peu plus justement l'évolution et les perspectives. Si tu peux Alors, agrandir un peu peut-être l'écran. Voilà, parfait. oui, alors ce cône, en fait, on va retrouver la prédiction qu'il y avait dans la bulle. La prédiction, c'est ce nombre 3,70%. Donc ça, c'est la prédiction pour les retours sur investissement dans 10 heures. Et ensuite, le cône, il va nous donner une notion du risque, parce qu'il va nous dire, à situation similaire, le maximum des retours sur investissement qu'on a vu, c'est plus 38%. Alors que le minimum, c'était moins 7%. Donc en gros, là, le risque, il est plutôt dans notre sens, parce que euh, dans les situations de marché similaires, en moyenne, on pouvait gagner dans les 4%. Donc ça, c'est la valeur qu'on voit ici. Et si on est très chanceux, ça peut aller jusqu'à plus 38%. Alors qu'au maximum, on perd 7%. Donc ce cône, en fait, il nous donne une espèce de notion de est-ce que c'est risqué de prendre cet investissement ou pas. Et là, c'est plutôt euh, moins risqué que dans d'autres cas où le cône va être complètement symétrique, par exemple. D'accord. Je peux peut-être vous trouver un exemple où on voit un cône qui est pas terrible. Donc là, de toute façon, c'est à la baisse, donc ça, on va pas faire de short. Donc là, par exemple, c'est très mauvais pour nous. Il y a une prédiction qui est certes positive, mais pas très positive non plus. C'est 0,7% dans 10 heures. Et au maximum, on peut perdre 12%, alors qu'au maximum, on peut gagner 7%. Donc là, le risque, Intéressant. il est clairement pas dans notre sens. Et donc ça peut être une opportunité qui est pas très bonne à prendre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Axel. C'est un super projet. C'est quoi la suite, justement? C'est quoi la suite de ce que tu vas présenter dans ce super projet? Alors déjà dans les features qui sont déjà en place, Boopker va vous présenter Ouais, cette page. si tu peux élargir, zoomer un peu sur les deux colonnes qui vont nous intéresser là, le Oui, rating et éthique. oui, j'ai juste passé vite fait les autres. Donc là, c'est des informations assez classiques. C'est les prix, les retours sur investissement passés et le market cap, c'est-à-dire le poids de la crypto dans l'univers crypto. Donc le Ouais. Bitcoin est la principale. Et ensuite, nous, on fournit d'autres indicateurs qui vont vous permettre de prendre des décisions d'investissement sur le long terme. Très bien. Tout à fait. Notamment, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner une note, le rating là, à une crypto. Et cette note-là, bon, par exemple, A+, ça veut dire quoi? En fait, il y a plusieurs paramètres, bien sûr, qui sont toujours évolutifs, mais on essaie d'établir un score sur la base d'un certain nombre d'informations telles que la solidité du projet, la réputation de l'entreprise qui le porte, de la technologie, l'ancienneté, l'historique de la crypto, l'âge de la crypto, la qualité de l'équipe, des fondateurs, parce qu'il y a une fondation justement derrière. Typiquement, par exemple, Ethereum et Polkadot, etc. Il y a vraiment une qualité technique et des experts voilà qui sont vraiment dedans depuis quelques années. Aussi la concentration, la décentralisation, par exemple, est-ce que si une crypto est concentrée sur une personne ou sur une petite poignée de personnes, bah là, ça va plutôt être une note moins bonne. Et voilà un certain nombre de critères. N'hésite pas à compléter hein, si j'en ai oublié, Axel. Tu maîtrises Alors, peut-être un peu plus que moi sur cette peut-être partie-là. pour Ouais, rebondir ce que tu viens de dire sur la concentration. Par exemple, il y a un problème de concentration dans Ripple. Et donc Ripple, c'est pour ça que sa note est un peu plus basse que peut être la note de Bitcoin ou d'Ethereum. Donc ça, c'est parce qu'il y a très peu de gens qui contrôlent une grande partie de la crypto-monnaie. Donc ça, c'est pas terrible au niveau gouvernance. ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la gouvernance de la crypto. Et puis, on a rajouté une colonne éthique. Et là, c'est vraiment l'analyse qui est faite sur la partie technologie, à quoi elle sert, et comment elle rémunère, etc., etc. Donc, Plusieurs filtres. Donc, voilà, il y a plusieurs plusieurs. filtres à faire. Bon, sachant que là, on est encore en phase d'amélioration. On est encore en train de faire apprendre à la machine tous ces critères-là. Donc, bon, de temps en temps, il peut y avoir des trucs qui sont pas 100% encore cohérents, mais là, on est sur une plateforme de dev. Donc, voilà, il peut y avoir des petits, comment dirais-je, des petites corrections encore à prévoir. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer par exemple, là, quand on clique sur une crypto, je sais pas, ou vous en une,
tout à l'heure, tu l'as fait. Il y avait DAI, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, par exemple, le DAI, voilà, direct, là, on voit éthique, bah, pareil, c'est pas bon. Et puis en dessous, on voit aussi ce qui explique pourquoi ça peut être éthique ou pas éthique. Donc là, on a un certain nombre de mots-clés qui nous aident à mieux comprendre le pourquoi de tel flag ou de tel critère, vert, rouge ou pas. Donc typiquement la DAI, bah, on sait qu'il est rattaché à MakerDAO, et MakerDAO qui est l'une des plus grosses plateformes, si ce n'est la plus grosse, qui fait du Avec prêt de intérêt. crypto, voilà, du prêt avec intérêt à ses utilisateurs. Au déposant, en fait, on dépose ces cryptos chez MakerDAO qui nous verse une rémunération qui vient d'où? Du fait que ce dépôt-là lui-même est prêté à d'autres emprunteurs. Donc c'est vraiment le système bancaire classique, prêt-emprunt. Je rémunère les déposants et je fais payer les emprunteurs. Voilà. Donc on est vraiment dans une logique d'intérêt pur et simple. Merci Alors, beaucoup. pour compléter, dans ça, le nuage de mots, il est généré automatiquement par de l'intelligence artificielle. Donc, c'est en cours d'amélioration, mais on voit déjà qu'il y a écrit collatéral, market DAO. Donc, ça nous permet de comprendre que c'est de la finance décentralisée avec des prêts à intérêt. Et aussi, les cryptos similaires sont détectés automatiquement par de l'intelligence artificielle. Et là, ça a détecté assez bien tous les stablecoins, les plus gros. Donc USDT, USDC, BUSD, TUSD, ce sont des stablecoins comme le DAI. Ouais. Comme le DAI, exactement. Ouais. Exact. Sauf que, par exemple, on pourrait avoir le Tether qui, lui, n'est pas forcément non conforme. Ou alors, il peut Oui, l'être dans certaines situations ou l'être ou ne pas l'être. Et donc, encore une fois, en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. Et donc là, ce qui est de point commun, c'est le fait que le DAI est un stablecoin et que les autres le sont aussi. c'est ça. On précise bien, ce n'est pas des conseils d'investissement, mais c'est des conseils de comment on pourrait voir l'éthique dans les décisions qu'on pourrait amener. Et la solution présentée ce soir, c'est une solution technologique qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour éviter les biais cognitifs standards du day trading, qui pourrait vous donner justement des mauvais conseils. Mais en tout cas, ce n'est nullement des conseils d'investissement, mais plus ou moins un arbitrage et une aide à décision de savoir est-ce que c'est éthique ou pas et avec quel outil on pourrait s'appuyer. Moi, j'ai envie de dire, Axel, parce que tu m'as déjà parlé en privé, qu'il y avait aussi de nouvelles features, est-ce que tu pourrais me donner un peu plus sur cet élément-là, s'il te plaît? Tout à fait. Donc là, vous avez vu sur la plateforme, on a des indicateurs pour l'instant. Et donc après, si on veut agir sur ces indicateurs et s'en inspirer pour faire de l'investissement, il faut aller sur une plateforme actuellement, D'accord. euh, comme Binance ou autre. Et donc là, ce qu'on veut proposer, c'est des outils d'exécution directement dans la plateforme, qui vont pas vous proposer seulement ce que vous trouvez sur Binance, mais qui vont vous proposer également d'investir automatiquement quand un indicateur dépasse une certaine valeur, donc un peu du smart investissement qui va se déclencher sans que vous ayez besoin de suivre complètement le marché, et aussi qui va vous permettre de gérer un peu mieux le risque en vous proposant des stop loss, par exemple. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une stop loss, mais une stop loss, en bref, c'est un niveau de prix auquel on va automatiquement vendre notre position, parce que sinon on prend trop de risques. C'est des stratégies, c'est des stratégies. À quel moment j'accepte de perdre en plus? C'est ça. Et c'est des stratégies dans le trading. Voilà. C'est très bien d'évoquer ça. Et donc cet outil vous permettra d'exécuter de manière classique, juste acheter et vendre par exemple, mais vous permettra aussi de gérer un peu mieux le risque de vos positions. D'accord. Et là, toi, Booker, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ces nouvelles features, s'il te plaît? Bah, en fait, l'objectif, c'est ça, c'est à terme de pouvoir aller apporter un service de bout en bout, c'est-à-dire là, dans un premier temps, tel qu'on a présenté, et tu as bien fait de le rappeler, Mehdi, je te remercie, de dire que, attention, ce qu'on est en train de faire, c'est pas du conseil en investissement. C'est simplement un outil qui vous permet d'avoir accès à des informations et qui sont restituées sous une certaine forme digeste, facile à comprendre, pour qu'ensuite vous-même, enfin l'investisseur qui est en face de son écran, décide ou pas d'investir. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que des perspectives sont positives qu'il faut acheter la crypto, ou à l'inverse, c'est pas parce que les perspectives sont négatives qu'il faut forcément vendre. Alors, je vois qu'il y a une question qui a été posée sur le cas des situations Ouais, exceptionnelles, etc., mais on reviendra dessus. Mais l'idée, ouais. c'est de pouvoir apporter une solution de bout en bout, donc
qui, dans un premier temps, aujourd'hui, telle qu'elle est là, elle permet d'avoir les indicateurs pour pouvoir ensuite investir soi-même, et plus tard de pouvoir la connecter directement à un portefeuille. Et dans ce portefeuille-là, on pourra avoir directement visible les cryptos qui répondent à un référentiel éthique qu'on aura défini, slash finance islamique, slash ESG, slash pardon, investissement socialement responsable, etc., etc. Et de pouvoir, Axel me corrigera si je dis des bêtises, mais pouvoir passer les ordres directement sur la base de ces critères-là. Puis aussi, comme il disait tout à l'heure, en fonction de l'évolution du marché, dire si je commence à perdre X, alors il va falloir sortir ma position. Et donc là, c'est plus l'intelligence artificielle qui fait, là, c'est nous qui donnons des ordres à passer en fonction de critères que nous-mêmes on aura définis. C'est ça, Axel? Voilà, c'est ça. Et en plus, il y aura quand même une couche d'intelligence artificielle qui va permettre, dans l'univers éthique dans lequel vous voulez investir, avec les choix de crypto qui vous intéressent le plus. Donc ça, vous pouvez vraiment choisir qu'est-ce qu'il y aura dans ce portfolio. Et vous pouvez aussi choisir un niveau de risque. Et ensuite, l'intelligence artificielle, ce qu'elle va faire, c'est optimiser ce portfolio par rapport à votre niveau de risque. Et elle va le rebalancer, ce qu'on appelle rebalancer, c'est-à-dire elle va le réajuster toutes les semaines pour vraiment coller au mieux à votre profil de risque, les investissements éthiques que vous voulez faire et tous ces choix-là. Merci beaucoup. Donc, je pense que certains auditeurs qui sont en train de nous suivre, ils disent, ça devrait peut-être coûter très très cher cette solution, cher Axel. Alors, au moins quelques millions. Hein. Alors, pas du tout, mais dit, donc, pour l'instant, les indicateurs qu'on a vus tout à l'heure, il y a une version basique qui a $10 par mois, où on va pouvoir choisir 3 cryptos qu'on a envie de suivre. Il y en a 2 gratuites, donc Bitcoin et Ethereum. Et sur ces 3 cryptos, on va avoir accès à tous les indicateurs qui sont disponibles. La version Pro, ça vous donne accès, elle est seulement à $19 par mois, et elle donne accès à vraiment toutes les cryptos qu'on a dans la plateforme. Voilà. Sachant que sur les critères éthiques, on est encore en train de faire les derniers ajustements. C'est Oui. juste pour préciser, ouais. Oui, c'est pas encore sorti avec les critères éthiques. Et ensuite, les versions suivantes où on peut exécuter les ordres et gérer automatiquement des portfolios, ça, on communiquera sur les prix dans les prochains mois. Merci beaucoup, merci à vous deux pour cet éclairage. Moi, j'ai appris plein de choses et je pense que nos auditeurs aussi. On va vous donner la parole pour un audit de certaines questions auxquelles on va essayer de répondre. Bien entendu, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, mais rassurez-vous, il y aura toujours à la fin les coordonnées afin que vous puissiez vous rapprocher un peu plus si vous avez besoin, si une question sur le moment vous a échappé et que finalement vous avez avoir d'autres éléments pour contacter les deux intervenants. Donc je vais essayer de regarder tout au long du chat, je ne fais pas de filtrage ni quoi que ce soit, je vais essayer de prendre les questions qui ont lien avec le fil rouge. Qu'est-ce que je regarde? Il y a une question de Booker, qui est le même prénom que toi, présentateur. Il a dit, pouvez-vous faire un point sur les licités des cryptos? Je pense que c'était déjà dit par toi. Est-ce que tu pourrais dire rapidement, cher Booker? Oui, on peut revenir dessus, mais bon, encore une fois, on va regarder beaucoup d'informations. Alors, d'abord, l'intelligence artificielle va nous faciliter la tâche dans la mesure où elle va aller taper dans le white paper, dans des sites internet, dans beaucoup de sources différentes, sur la base d'un certain nombre de mots-clés. Est-ce que tel crypto répond ou répond pas à ces mots-clés-là? Une fois qu'on a remonté ça, on va regarder de façon un peu plus détaillée. Et là, on sort de la machine intelligence artificielle, c'est l'humain qui reprend sa place, pour regarder de plus près un certain nombre d'autres choses. Les cas d'usage, sur la blockchain, par exemple, est-ce qu'elle est dominée par un certain nombre d'applications qui, elles, sont problématiques, quand bien même la crypto de la blockchain initiale, elle ne serait pas problématique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit encore? Donc les cas d'usage, les critères environnement, social et gouvernance. Comment la crypto elle est gouvernée, le nombre de nœuds, qui les détient, est-ce qu'il y a concentration ou pas concentration? Qu'est-ce qu'on regarde encore? Voilà, globalement, c'est les principales briques qu'on va regarder, donc la technologie. Mais ça suffit pas, encore une fois, en termes d'investissement. Il y a d'autres paramètres qu'il faut regarder, donc il ne faut pas se limiter exclusivement à ces critères éthiques, parce que
d'un point de vue de la finance islamique en tout cas, c'est quelque chose qui est très important, c'est que quand bien même j'ai un investissement qui est conforme, je dois regarder également sa performance. Donc, est-ce qu'il y a des perspectives intéressantes là-dessus en termes également de performance ou pas? Et donc, d'où la nécessité de voir aussi l'évolution des cours passés et les cours futurs. Merci beaucoup, Bobka. Je vais juste rajouter quelque chose. J'ai assisté à des séminaires de finance auxquels il y avait des investisseurs. Ben, il se peut, donc il faut absolument comprendre qu'il y a des investisseurs qui ont de l'éthique, même s'ils ne sont pas forcément aussi élevés, aussi sévères et aussi dans tout ce qui concerne les critères que nous avons annoncés. Moi, j'ai entendu des investisseurs qui disent, moi, j'aimerais bien investir dans une entreprise qui ne vend pas l'alcool, et pourtant, ça n'a rien à voir avec la finance islamique. On ne vend pas l'alcool, qui ne fait pas de la cigarette, etc., qui ne fait pas dans tout ce qui concerne l'industrie pornographique ou autre, et ça rentre dans les critères de certains investisseurs qui veulent avoir comment on appelle ça, de la bonne conscience en disant j'ai envie de mettre de l'argent d'investissement à long terme dans une entreprise par laquelle je suis d'accord avec la stratégie, je suis d'accord avec tout ce qui concerne les produits. Une autre question que j'ai vue, et je savais que ça allait être posé, déjà j'en ai parlé entre nous, pourquoi le proof of work, c'est une question à l'un de vous deux, hein, vous pouvez prendre la parole qui vous voulez, pourquoi le proof of work serait moins éthique que le proof of stake? C'est un débat sur LinkedIn, ça parle beaucoup de ça. Je peux commencer peut-être là-dessus. Oui, donc, bon, le proof of work, ça consomme énormément d'énergie. Mais après, il faut comprendre d'où vient cette énergie. Donc, comme ça consomme beaucoup d'énergie, on peut se dire, attention, ça pollue beaucoup plus que le proof of stake. Le proof of stake, ça consomme moins de puissance de calcul et donc moins d'énergie. Mais ça dépend d'où vient cette énergie, parce que par exemple, pour Bitcoin, on pourrait le mettre dans les critères environnementaux très mauvais à cause de ça, parce qu'il utilise énormément de proof of work. C'est quasiment la consommation énergétique d'un petit pays, le Bitcoin. Sauf que la plupart de cette énergie, ils vont la chercher, les mineurs, dans des barrages qui sont en construction, ou avec de l'énergie géothermique, ce genre de choses. Et donc, en fait, c'est plus compliqué que ça. Il faut regarder vraiment dans le détail. Donc, l'IA, elle nous aurait dit, attention, proof of work. Et après, c'est à l'humain de dire, oui, mais attention, est-ce que cette énergie, elle est vraiment si polluante que ça? Et après, il faut regarder dans le détail. C'est D'accord. là, ça donne encore un exemple où l'IA, elle peut pas faire tout le boulot. Elle va nous prévenir, attention, j'ai détecté sur Internet que cette cryptocurrency fait du proof of work à telle consommation énergétique. Et après, c'est à l'humain de comprendre si c'est vraiment problématique ou non. Merci beaucoup, Axel. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Booker, sur ça? Oui, bah, en fait, le débat, il est là. Il est essentiellement sur la consommation énergétique des deux modes de consensus. Sachant que pendant longtemps, on a reproché au Proof of Work d'être énergivore. Il semblerait depuis quelque temps, j'ai téléchargé un rapport que j'ai pas eu le temps de lire avant le webinaire d'aujourd'hui, un rapport récent, sérieux et scientifiquement bien construit, qui démontre que la consommation de paiement de Bitcoin est beaucoup moins énergivore que les paiements classiques. Alors, c'est juste le titre du rapport. Encore une fois, à prendre avec précaution ce que je vais dire là. Mais voilà, de toute façon, on n'a pas fini d'en savoir plus sur ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a un vrai débat sur l'environnement dans tous les aspects de notre vie. Et donc, forcément, on est obligé de le regarder aussi dans cet univers-là des cryptos, qui est un univers extrêmement, comment dirais-je, qui est en plein explosion, et surtout qui est accessible à tous. C'est-à-dire que quand hier, c'était compliqué de développer un logiciel informatique, etc., qu'il y avait un mode de licence, c'était coûteux, qu'il fallait beaucoup de compétences. Aujourd'hui, le monde a complètement changé. C'est pas à toi que je vais apprendre ça, Mehdi, le Web3 et la blockchain. C'est très très facile aujourd'hui de développer sa propre crypto. Tu regardes quelques tutos YouTube et voilà, t'as lancé ta crypto. C'est pendant très longtemps, c'était très facile de faire du minage. J'ai un ami qui a quitté Paris, qui a pris un appart à Londres et qui a conservé son appart parisien pour y installer des serveurs de minage. Donc et alors qu'il a rien à voir avec la technologie et du jour au lendemain il s'y est mis. Donc forcément, si tout le monde
installe des ordinateurs dans son salon et sa chambre à coucher et que la consommation énergétique explose tout au long de l'année, bah, forcément on est obligé de regarder ces aspects-là aussi. Et donc, comme on dit que le proof of stake, lui, ne s'appuie pas sur la force de calcul de l'ordinateur, mais plutôt sur la quantité de crypto bloquée, stakée justement, alors il serait moins énergivore. Voilà. Raison pour laquelle, pour l'instant, de façon, j'ai envie de dire, assez simpliste, euh, on dit que le proof of work est plus énergivore que le proof of stake. Et donc, si on devait comparer les deux, on dit que voilà, feu orange, proof of work, feu vert, proof of stake. Voilà. Mais D'accord. ça, c'est un indicateur qui peut tout à fait évoluer en fonction de ce que les études vont nous démontrer et de ce que la science va nous démontrer. Et alors, pour rendre ça encore plus compliqué, il faut comprendre que le proof of stake, ça pose aussi un problème de gouvernance, du coup, parce que ça va être des gens qui vont posséder un grand nombre de tokens qui vont dominer les décisions sur la blockchain. Ouais. Et donc, il peut y avoir un arbitrage entre le côté vert, environnemental, et le côté gouvernance dans OSG. Ouais. Les plus riches, c'est les plus riches qui vont décider. Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, on retombe dans ce qui se fait dans la finance traditionnelle où c'est ce qu'on reproche au monde de la finance traditionnelle, c'est que c'est les grands de ce monde, entre guillemets, hein, qui dominent, qui prennent les décisions. Alors, c'est les banques centrales, c'est les politiques, et donc c'est les riches. Donc, le pouvoir il est concentré. Et donc, on revient plus ou moins à la même problématique. Donc, voilà, tout ça pour dire que ça reste un sujet extrêmement passionnant intellectuellement et qui mérite qu'on s'y attache, qu'on se penche dessus et qu'on regarde d'ailleurs, que ce soit sous l'angle finance islamique ou pas, parce que ce sujet-là de l'éthique en termes de consommation énergétique, il n'est pas réservé à la finance islamique, il est Bien sûr. beaucoup plus large, il est Bien sûr. universel. Il est universel. J'ai j'ai une prochaine question, et d'ailleurs, avant de la présenter la question, j'ai envie de faire une petite introduction. Je pense que vous savez, surtout ceux qui sont dans l'informatique, chaque année, un classement, on appelle ça le top 500, qui classe les ordinateurs, les calculateurs les plus puissants dans le monde. Et on remarque que dans le classement, on a un partage, on a aussi un jeu entre la Chine, le Japon et aussi les États-Unis. Donc, ces trois puissances, ces trois pays s'échangent les premières places. Et après, lorsqu'on va regarder les puissances de calcul, on remarque que l'armée et aussi les fédérations qui permettent, plutôt les institutions qui permettent de deviner ou de prédire les prévisions météo sont aussi utilisatrices les ordinateurs les plus performants. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, même avec cela, on n'arrive pas à prédire à la précision la plus absolue où il va pleuvoir, quantité de pluie, il y a toujours des facteurs, ce qu'on appelle l'effet papillon. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'il y a une très belle question que Mounir a posée, qui se dit comment se passent les prédictions quand on est face à une situation inédite, élection en tweet d'une personne influente, guerre en Ukraine et autres événements. Je pense, et je ne vais pas présumer la réponse, cher Axel, que le zéro erreur n'existe pas et que parfois, face à des choses imprévues, même l'intelligence artificielle ne peut pas avoir le dernier mot. Oui, tout à fait. Donc, je vous ai donné un exemple où ça avait bien marché en mai 2020, où on prédisait, on voyait que le marché allait se crasher légèrement avant le tweet d'Elon Musk, parce qu'il y avait peut-être des rumeurs avant qui font que les prix ont déjà bougé. Et par contre, à la crise ukrainienne, ça n'a rien détecté. Et donc, ça arrive que l'algorithme voilà, ça arrive que l'algorithme ne trouve pas. Alors, il y a deux raisons à ça. Il y a le phénomène de Black Swan. Black Swan, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, vraiment qui est inattendu, qu'on ne peut pas prévoir. Donc ça on n'y peut pas grand-chose. Ou alors, ça peut être les sources de données qu'on a mises. On est humain, on est une équipe de 10. Si on n'a pas toutes les données pertinentes dans notre algorithme, on va rater certains événements. Par exemple, si on n'a pas certains sites d'information, parce qu'on n'a pas eu le temps de les mettre encore dans l'algorithme, on peut rater une information importante qui peut décider de ce qui va se passer sur le marché. Merci, donc Axel. Il y a ces deux aspects. Merci Axel. Je n'ai pas envie de retenir les auditeurs trop longtemps, mais j'ai envie juste de faire défiler une ou deux questions. Peut-être juste, Mehdi, oui, si tu permets, parce que je pense que c'est important et c'est dans le sens de ce que vient de dire Axel et de la question de Mounir. C'est aussi dire que l'intelligence artificielle n'avait pas prédit et ne pouvait pas prédire le Terra Luna tsunami.
Oui, Ah, pareil. Ouais, et ça, je pense que c'est aussi important de le dire, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'est pas une baguette magique qui Mm. fait, n'est pas une boule de cristal non plus. Ouais. Alors peut-être une intelligence artificielle qui se concentrait sur alors là c'est un peu technique mais sur Luna sur les pools de liquidité et tout ça. Si elle s'était concentrée sur ça peut-être. Mais nous il se trouve qu'on n'étudiait pas ces données-là faute de temps. Et donc bah, nous on a été aveugles à cet effet-là. Mais peut-être qu'une autre intelligence artificielle basée sur d'autres données aurait pu trouver. Mais c'est pas sûr. Encore une fois. Mais Là, d'un point de vue des critères éthiques, je le rajoute entre parenthèses, Terra Luna n'était pas conforme en fait, Mm. à cause notamment de l'appli Encore, qui est une appli génératrice d'intérêt aussi. Mm. donc, les personnes qui suivent la finance éthique, ils auraient évité justement le désastre de Terra Luna. Merci beaucoup, Oscar. Ça aurait été- Ils Après auraient ça a évité. entraîné le marché, ça a entraîné le marché entier. C'est ça le problème, c'est ça, Voilà, c'est c'est ça. que parfois certains produits dérivés, on peut appeler ça comme ça, conduisent les marchés à leur dérive. Hein. C'est exactement la même chose sur les marchés boursiers. Ouais. C'est le problème, c'est certains gros investisseurs sur quelques produits qui entraînent derrière eux Mhm. la chute. Un subprime, c'était ça, hein, c'était Voilà, c'est pas. ça. c'était- Cascade. Je sais, je sais pas à quel moment Mounir elle a posé cette question, parce qu'il y avait un slide par lequel, Axel, tu as montré qu'il y a des abonnements ou sans engagement. La question de Mounir, je pense que tu l'as répondu sur le slide, Ouais, c'est sans engagement, ouais. Oui. Sans sans engagement. engagement. Il y a une question de Mohamed, est-ce qu'il est possible de rappeler les critères éthiques? Mais tu l'as fait tout au début. Alors ouais, juste, je vais pas snobber Mohamed Talal, parce que je crois que c'est quelqu'un que j'ai déjà invité à un webinaire. Si tu peux, il a dû rejoindre le live en cours de route. Si tu peux juste remonter à l'une des slides qui est un petit peu près là, vas-y, encore. Voilà, là, non. Non, descends, voilà, là. Ça, c'est Mohamed Talal, juste pour te donner quelques indicateurs. Hein. Ici, c'est pas à 100% exhaustif, mais on essaie de travailler sur une méthodologie assez rigoureuse sur laquelle on va regarder. Désolé, hein, je répète pour ceux qui étaient avec nous tout à l'heure, mais c'est pas grave, la répétition, ça permet de se Oui, bien souvenir. sûr. On va regarder de très très près le white paper, quelle est la promesse qui est faite par cette technologie. On va regarder l'usage qui est fait de la technologie. On va regarder quelles sont les applications qui tournent autour de cette blockchain. On va regarder également un certain nombre de critères ESG qui ne sont pas spécifiques exclusivement à la finance islamique, aux critères de conformité éthique selon le référentiel islamique. On va regarder, dans ce qui concerne la gouvernance, notamment trois éléments, le nombre de nœuds, comment le staking est organisé et comment la distribution elle est faite. On va regarder aussi comment est-ce qu'on se rémunère grâce à cette crypto. Et puis, dans une certaine mesure aussi, mais ça c'est plus une démarche purement qualitative, qui sont les actionnaires derrière l'entreprise qui porte le projet, lorsqu'elle est connue. Hein. Je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs elles sont toutes connues, à part Bitcoin. Hein, je sais pas, Axel, s'il y a d'autres cryptos qui sont encore pseudonymisés derrière, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est important de savoir à qui on a affaire, en particulier parce que il y a énormément de scams dans l'univers des cryptos, donc de crypto, on va dire un peu arnaque et mytho. Donc il faut faire très très attention. Donc voilà, sans être exhaustif ici, un certain nombre de critères de conformité qu'on va regarder, un certain nombre de critères qu'on va regarder pour savoir si on va être conforme ou pas au référentiel qu'on aura préalablement défini lorsqu'il s'agit de la finance islamique ou de critères un référentiel un petit peu plus large. Merci beaucoup, Bobcar. Une question rapide pour toi, Axel, peut-être. Est-ce que c'est prévu de devenir PSAN? Je tiens juste à Ouais. rappeler que. Axel, mets la dernière slide là, comme on va pas tarder à clôturer si les gens Ouais, veulent nous recontacter. exactement. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de devenir PSAN? Je pense que oui. Oui, c'est un des Prévu. buts plus tard, ouais. Notamment pour fournir des services d'exécution de portfolio. Là, on sera obligé de. Pour l'instant, c'est juste des indicateurs, mais plus tard, il nous faudra ce statut. La toute dernière question, rapidement. Est-ce que, comment l'IA traite les fake news? Euh, Ça, c'est une question qui n'est pas facile. Comment l'IA trade les fake news? Oui, c'est très compliqué. Un des défauts de l'IA, c'est de ne pas comprendre très bien certaines manipulations du langage, par exemple l'ironie ou des choses comme ça. Donc, ça
ça peut se faire. On peut comprendre par exemple qu'une personne qui fait que des tweets ironiques, si un jour elle annonce une nouvelle catastrophique, peut-être qu'il faut faire attention. Mais ça demande plus de travail qu'une IA bête qui va analyser seulement une information sans regarder tout le contexte derrière. Merci beaucoup à vous deux. En fait, j'ai prévu 10-15 minutes de réponse aux questions, on a débordé. En tout cas, je remercie les auditeurs qui étaient présents, qui ont suivi l'intervention d'Axel et de Booker. Vous pouvez rejoindre la chaîne sur YouTube, vous pouvez le revoir aussi. On vous invite, là vous allez sur ce slide, le contact. Vous pouvez toujours recontacter les personnes derrière. Je vous remercie Booker et Axel pour cette super présentation. On a appris plein de choses, ce qui montre que dans ce monde, il y a aussi une autre alternative lorsqu'on souhaite connaître comment investir. Bien entendu, cette solution est une des propositions que je trouve la plus aboutie et la plus intéressante qui croise avec les valeurs de la finance éthique. Et moi, je suis très intéressé de voir l'évolution de cette solution. Et d'ailleurs, lorsque j'ai vu les prix, j'étais assez étonné. Je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça. Et finalement, on est dans une solution vraiment accessible pour tous. Je te laisse la parole, Booker, si tu veux conclure ce beau webinaire. Oui, merci encore à tous les deux. Merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont suivis aujourd'hui. Et effectivement, en plus du fait que le prix est déjà élevé, on travaille avec Quants United pour essayer de faire une offre encore plus compétitive à nos premiers clients, entre guillemets, premiers utilisateurs. Donc une fois qu'on aura finalisé certains petits paramétrages, donc restez connectés. Soyez attentifs à vos emails, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux et on reviendra vers vous très prochainement avec, on espère de bonnes nouvelles. En tout cas, on a besoin aussi de vos inputs, hein, donc n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos inputs et vos remarques. Malheureusement, on s'était engagé à ne pas faire trop long, donc il y a encore quelques questions qui resteront sans réponse ce soir, mais on espère que ce n'est pas le dernier webinaire et ce n'est que le premier d'une longue série sur le sujet. En tout cas, merci encore Axel, merci Mehdi, merci à tous. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir.